Mesdames et messieurs les membres du jury, merci de m'accorder votre attention. Euh, j'ai l'honneur de vous présenter les activités de recherche qui m'ont amené à cette soutenance d'habilitation à diriger les recherches, qui portent sur le système climatique polynésien, donc potentiel d'application à la transition énergétique et à l'évaluation des risques climatiques. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Hélène du Pacifique Sud et je vous ai montré ici la partie la plus bleue de la planète, donc l'océan Pacifique, avec dans le cercle jaune, eh bien, ma terre d'origine, la Polynésie française, ou je devrais plutôt dire ma mer d'origine, puisque la surface maritime, elle est très vaste. Il y a plus de 5 millions de kilomètres carrés de zone économique exclusive. Alors, j'ai commencé la recherche avec le doctorat. Donc, j'ai soutenu ma thèse en 2014 sur le changement climatique en Polynésie française, détection des changements observés, évaluation des projections, sous la direction de Pascal Ortega, Marc Ponto et Jean-Pierre Serran. Et j'ai effectué ce doctorat à la fois au laboratoire GEPA Sud de l'université et au CNRM, Centre national de recherche météorologique, sur le site de Météo France à Toulouse. Suite à quoi, j'ai effectué 2 années en tant qu'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, puis une année de postdoc, avant d'être recrutée en 2017 en tant que maître de conférence à l'Université de Polynésie française dans le laboratoire GEPA Sud dans la section météorologie, océanographie physique et physique de l'environnement. Et je me suis spécialisée en climat et énergie. Je ne suis pas que chercheuse, je suis aussi enseignante et mon service d'enseignement s'élève à 192 heures d'équivalent TD par an que j'effectue sur ces quelques formations. Donc, je donne des cours de physique classique en licence physique-chimie devenue sciences pour l'ingénieur à la rentrée. Je donne des cours de météo et d'évaluation des ressources d'énergie renouvelable en licence professionnelle énergie renouvelable et maîtrise de l'énergie, dont je suis responsable pédagogique, et au Master 2 Gestion de l'énergie en milieu insulaire et tropical. Et je donne également des cours de climatologie et de changement climatique au Master 2 Écosystème insulaire océanien. Je suis aussi adjointe du directeur du département Sciences, Technologies et Santé de l'université. Depuis la fin de mon doctorat, j'ai participé, je me suis investie dans 11 projets de recherche, comme le projet KITSA par exemple. Et donc, ces projets m'ont permis de faire de l'encadrement scientifique. À ce titre, j'ai encadré 7 stages de Master 2, 2 thèses, et 2 qui viennent de démarrer, et un postdoc. Je suis directrice adjointe du laboratoire GEPA Sud, qui regroupe des géophysiciens et des informaticiens. Ce laboratoire compte 10 permanents, 7 doctorants, un postdoc et un inter. Et je suis également directrice adjointe de l'Observatoire géodésique de Tahiti, donc qui est un observatoire qui effectue la poursuite des satellites et qui est issu d'un partenariat entre l'université, la NASA et le CNES. Cet observatoire compte donc 2 permanents dont je fais partie et 3 techniciens. Donc on a pas mal d'instruments à l'observatoire, dont des stations GPS, un gravimètre et 5 marégraphes. À ce titre, donc, les fameux marégraphes, j'en suis responsable. Je gère le réseau de marégraphes de l'observatoire et vous avez sur cette carte en orange tous les marégraphes de l'université. Donc, ces marégraphes vont mesurer le niveau de la mer grâce à un radar, à des sondes de pression et elles ont également une station GPS colocalisée. Et on va mettre en service très bientôt le 6e marégraphe du réseau sur l'île de Reivave. En termes de réseau scientifique, au niveau local, je collabore assez étroitement avec donc la direction interrégionale de Météo France de Polynésie française, le laboratoire de géophysique de Paradei et l'UMR Sécopol de l'Université de Polynésie française. À l'échelle du Pacifique Sud, je travaille aussi beaucoup avec l'IRD et Météo France en Nouvelle-Calédonie. J'ai aussi travaillé pour des projets avec l'Université d'Auckland et depuis récemment, j'ai une collaboration sur des projets avec l'Université de Tasmanie. Plus loin, en métropole, j'ai des collaborations aussi étroites avec l'IFREMER à Brest
Depuis ma thèse, je n'ai pas arrêté de collaborer avec le CNRM et puis avec le laboratoire FemtoST à Belfort. Donc, je vous montre une image qu'on va retrouver assez souvent dans cette présentation. Donc, j'ai choisi de vous montrer la pirogue polynésienne. Donc, mes ancêtres polynésiens étaient explorateurs. Comme vous voyez, ils ont exploré tout le Pacifique avec des pirogues doubles. Et donc, ces pirogues, elles étaient dédiées à l'exploration. Donc, c'est une métaphore de la recherche. Ces pirogues, elles vont à la recherche de ressources. Mais, et en plus, avec l'image du triangle polynésien bombé avec la sphéricité de la Terre, ça rappelle un petit peu la voile triangulaire des pirogues doubles. Euh, Après, il y a un autre niveau de lecture de cette pirogue polynésienne qui est beaucoup plus proche de mathématiques. C'est-à-dire que ces Polynésiens, en fait, ils avaient développé une connaissance très pointue des vents dominants. Et ils avaient développé aussi une connaissance des courants marins, des courants océaniques. Ils naviguaient aux étoiles. Et donc, c'était des paléo-experts de l'océan et du climat, et des paléo-ingénieurs, parce qu'ils avaient développé pas mal de technologies pour la construction navale et la navigation. Donc, voici le plan que je vous propose pour cette soutenance. Très simple. Voilà, vous présenter un peu le contexte, montrer quelques contributions. Je n'ai pas pu tout mettre dans cette présentation, mais j'ai énormément de contenu en plus, donc n'hésitez pas à un peu revenir dessus. Ce que je prévois de faire et une petite conclusion. Donc, pour le contexte climatique dans lequel sont baignés nos archipels. Alors, cette figure est issue de l'Atlas climatologique de la Polynésie française. Qu'est-ce qu'on voit dessus? On voit la grande échelle, les grandes structures qui vont piloter le climat des archipels. Notamment ici, vous voyez deux anticyclones, l'anticyclone de Pâques et celui de Kermadec. Donc, les anticyclones, ce sont des zones de haute pression, donc associées à des conditions sèches et de beau temps. Ces anticyclones vont piloter les alizés en surface. À part les anticyclones, il y a les zones de convergence que vous voyez ici en trait rouge. La zone de convergence intertropicale ici et la zone de convergence du Pacifique Sud qui, comme leur nom l'indique, ce sont des zones qui vont venir s'engouffrer les vents. C'est des régions d'ascendance avec beaucoup de nuages et de précipitations. Et donc, ensuite, autre centre d'action intéressant, donc le Talvec supérieur polynésien, où là l'acronyme c'est le Tropical Upper Tropospheric Trough. C'est une structure, c'est un axe de basse pression en altitude qui va avoir cette orientation-là, sur lequel on sait peu de choses encore, et on vient de signer une publication, mais je vais développer un petit peu plus sur ce centre d'action plus tard. Mais lui aussi, comme les quatre autres que je viens de présenter, est une structure de grande échelle qui va venir influencer le climat des archipels polynésiens. Donc, ces structures, elles ne sont pas figées à ces positions-là, c'est une position moyenne. Et donc, en fonction de l'année, ces centres d'action vont un petit peu bouger, vont être un petit peu modifiés. Ce qu'on appelle la variabilité. Donc, il y a la variabilité saisonnière, donc c'est ce que je viens de dire, en fonction de saison chaude, saison humide. Et puis, il y a d'autres sources de variabilité. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai présenté ce qui se passe dans l'atmosphère au niveau de l'océan. Donc, je vous ai parlé de ces anticyclones qui vont générer des alizés, trade winds en anglais. Les alizés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pousser en fait les eaux chaudes de l'océan vers l'ouest du Pacifique. Et donc, qu'est-ce qui va se passer en conditions, en état moyen, en conditions normales? Les eaux chaudes vont se situer ici, avec de l'ascendance, des précipitations, beaucoup d'énergie accumulée. Et au contraire, dans l'est du bassin, on va avoir des eaux plus fraîches et puis de l'air sec, des conditions de beau temps. Et donc, certaines années, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va avoir une oscillation ENSO, Southern Oscillation, El Niño Southern Oscillation. Donc, certaines années, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les alizés vont faiblir et ne pas être efficaces pour garder les eaux chaudes dans l'ouest du bassin. Et donc, on va se retrouver avec cette configuration, donc El Niño, où on va avoir des eaux chaudes qui vont se retrouver dans l'est du bassin, donc d'habitude, je ne sais pas, et des eaux plus froides qui vont se retrouver dans l'est du bassin. Et avec le déplacement de ces eaux chaudes, eh bien, je vais avoir de l'ascendance, de la convection, beaucoup de précipitations sur cette partie du bassin. Et certaines années,
je vais avoir le phénomène opposé, donc La Niña, qu'on pourrait décrire comme des conditions normales, mais exagérées. Donc, les alizés vont être encore plus vigoureux, vont ramener vraiment les eaux chaudes bien ici, bien avec une grande intensité dans ce côté du bassin, avec de la convection plus forte. Et puis, dans l'est du bassin, je vais avoir de l'eau encore plus froide, des pressions encore plus élevées et la sécheresse. Donc ça, c'était pour la variabilité, pardon, je ne l'ai pas forcément dit, mais El Niño, c'est un phénomène qui se répète tous les 2 à 7 ans et qui va s'installer pendant toute la durée d'une saison chaude, c'est-à-dire voilà, entre 6 et 9 mois. Il y a une autre oscillation qui va venir un peu modifier les grandes structures que je vous ai montrées tout à l'heure, c'est la Madden-Julian Oscillation, donc qui est ici représentée. Vous voyez qu'on va avoir un dipôle avec une enveloppe convective, donc beaucoup de nuages en grande échelle, de l'ascendance ici. Et à l'est de cette enveloppe, on va avoir au contraire des conditions de subsidence, plutôt de sécheresse. On va avoir l'air qui redescend et il va faire très beau. Et donc ce dipôle, il va prendre naissance au niveau de l'océan Indien et il va faire le tour de la Terre entre 30 et 60 jours. Et donc, ça a été montré que la propagation de ce dipôle va suivre à peu près 8 phases qui sont ici décrites sur cette figure. Avec, bon, là où c'est très bleu, c'est là où j'ai beaucoup de nuages, j'ai cette partie-là, l'enveloppe convective. Et là où c'est dans le rouge-orange, je vais avoir de la subsidence des conditions de sécheresse. C'est ce que vous voyez ici sur cette figure. À part le contexte climatique, au niveau énergétique, il faut savoir que la Polynésie française est ultra dépendante aux énergies fossiles. Donc en 2022, on a importé 377 millions de litres d'hydrocarbures qu'on stocke dans ces belles cuves à Mutunda. Et qu'est-ce qu'on fait de cette énergie primaire? Les postes de consommation ici, ils sont décrits sur cette figure en termes d'énergie finale. Donc ça sont des chiffres de 2022. En grande majorité, ces hydrocarbures sont utilisés pour le transport. Et le deuxième poste de consommation, c'est l'électricité, 21%. Si je focus sur l'électricité, là, je vous montre ici le mix électrique de Tahiti et ses îles. Et donc, vous voyez que à 69,3%, l'électricité est produite avec l'énergie thermique, donc les hydrocarbures, alors qu'on va avoir 24,6% produite à partir de l'hydroélectricité. Et un peu plus de 6% qui seront produits à partir du photovoltaïque. Et donc, ici, ça va commencer à rejoindre un petit peu mon domaine de compétence. Je vais faire le lien entre les ressources renouvelables et le climat. Surtout qu'à l'échelle locale, on a aussi des ressources qui ont été valorisées. Donc, en 2022, sur les ressources locales valorisées, il y a 68% d'hydroélectrique, 18% de photovoltaïque, 8% de chauffage solaire et 6% de SWAC, SWAC qui est Seawater Air Conditioning, le refroidissement par eau de mer profonde. Et donc, du coup, ces éléments m'ont permis de formuler ma problématique. Donc, ma question principale, en tout cas pour le manuscrit, c'est comment une meilleure compréhension du climat polynésien peut-elle contribuer à optimiser les stratégies de transition énergétique du pays? Et donc, c'est les ressources auxquelles je m'intéresse. Donc, ce sont la ressource pluviométrique, la ressource solaire et la ressource SWAC. Et donc, se pose évidemment la question du changement climatique. Déjà sur le système climatique de base et puis sur la transition énergétique. Donc, comment est-ce qu'on peut connaître le système climatique polynésien? Il n'y a rien de mieux que le terrain. Donc, du coup, on peut observer. Là, vous avez une photo d'une station de Météo France qui va mesurer les précipitations, la température, la pression avec tous ces capteurs. Mais on peut aussi mesurer depuis l'espace avec des données satellites qui vont nous permettre de mesurer sur une plus grande région, pour le coup, la température de surface de la mer, la couverture nuageuse et d'autres paramètres. À part les observations, donc une fois qu'on a suffisamment de données, suffisamment compris le système, on peut le modéliser. Et donc, la modélisation en météo, c'est déjà très abouti. Donc, il y a les modèles de prévision du temps, les modèles de climat, etc.
Et donc, il y a quand même une espèce de relation entre les deux. Donc, les données vont permettre d'affiner le modèle, de le rendre plus précis. Le modèle, en retour, est un outil très puissant pour essayer de comprendre, de simplifier un peu les processus, pour essayer de comprendre les interactions entre les éléments du système. Et puis, il ne faut pas oublier que le modèle, sa grande plus-value, c'est sa capacité à prévoir l'évolution. C'est le seul outil qui va nous permettre de savoir le temps qu'il va faire dans une heure, dans un jour, dans 10 ans, dans 100 ans. Donc, j'en viens à la partie contribution. Donc, j'ai remis la pirogue, mais moderne cette fois-ci, plus la pirogue ancestrale. Et donc, pour moi, la contribution ici, c'est la production scientifique, la production de données utiles à la population. Et donc, ça va être les postes dans le VAA V6, les moteurs, donc position 2 et 4, ceux qui font avancer la pirogue, et le phare en première place, qui donne la cadence. Et donc, du coup, ça demande la synchronisation et du travail en équipe. Là, je vous propose de vous montrer les principales contributions sur l'impact des centres d'action sur la ressource d'énergie renouvelable. Donc, au travers des deux approches que je vous ai présentées, l'approche observationnelle, où j'ai fait simplement un mix de quatre publications. Il y en a d'autres si vous voulez en parler après. Et puis, une deuxième approche qui est axée sur la modélisation. Donc, vous voyez que le modèle, c'est une simplification de la réalité. Vous voyez la précision, la grille horizontale, la grille verticale, la complexité des processus physiques mis en jeu aussi. Et donc, cette approche modèle, elle est investiguée via deux thèses que je co-dirige et co-encadre. La thèse d'Amaris au CNRM avec Gilles Belon. Elle va utiliser un modèle par haute résolution de la famille des modèles de Météo France, le modèle AROM. Et Paul Mauger, qui effectue sa thèse ici au laboratoire GEPA Sud avec moi, il fait de la haute résolution avec le modèle WRF pour évaluer l'évolution des ressources renouvelables avec le changement climatique. Et donc là, vous l'aurez compris, dans cette partie, on va uniquement pouvoir déduire des choses sur la partie observée passée, alors qu'ici, l'enjeu, c'est de pouvoir aller se projeter dans le futur. Et donc, regarder avec le changement climatique ce qui peut se passer. Donc ici, je vous montre les résultats d'une publication récemment soumise avec des collègues de l'IRD et de Météo France. Donc cette publication ici, elle permet de voir les impacts du phénomène ENSO sur la pluviométrie. Vous l'appelez ENSO, je vous avais montré les phases. Pour comprendre ce graphique-là, le code couleur, c'est concentré bleu, il pleut beaucoup plus que la normale. Et quand on tire vers le marron, il pleut beaucoup moins que la normale. Et donc ici, plusieurs saisons chaudes ont été analysées, 42 saisons chaudes pour être exact. Et puis là, il y a une majorité d'entre elles qui étaient en configuration neutre. Donc on est vraiment proche de la normale. C'est pour ça que vous voyez nos archipels ici, qui sont très proches de la normale. On n'a pas de code couleur trop bleu ou trop marron. Voilà. La pluviométrie est proche du normal. Quand on va se trouver en condition La Niña, eh bien, vous voyez ici que la classification a montré deux types de La Niña. 8 événements qui montrent l'impact de la pluviométrie des archipels comme ceci. C'est-à-dire qu'on va avoir un assèchement, mais modéré des archipels. C'est un peu plus difficile de conclure pour les marquises. Et puis, donc ce type de La Niña est appelé La Niña centrale. Et ici, on va avoir un La Niña strong, fort et mixte. Et donc, vous voyez ici qu'en termes d'assèchement, eh ben, tout le territoire va être marqué par une sécheresse un peu plus sévère. Cette analyse a montré aussi que, eh ben, on pouvait catégoriser les événements El Niño en 3 catégories. Donc ici, ce sont les événements El Niño extrêmes. Vous voyez vraiment qu'il y a beaucoup plus de précipitations sur les marquises et les Tuamotu. Et puis les australes qui se retrouvent dans la sécheresse. Les événements forts et mixtes ici, vous voyez l'empreinte sur la pluviométrie des archipels, avec les marquises toujours beaucoup plus pluvieux, les australes proches des normales, et les événements El Niño centraux. Ici, on va avoir un découpage des archipels comme ceci, avec les marquises avec une sécheresse mais modérée, et puis l'ensemble des archipels en léger surplus de précipitations.
peux revenir en arrière. Et donc, pardon, ces éléments, ils sont importants parce que donc, ça va venir pendant plusieurs mois. El Niño, La Niña, ils vont venir pendant plusieurs mois, et ben, soit un, induire un assèchement, donc on n'aura pas de précipitation, il va falloir se projeter dans des barrages qu'on ne pourra pas remplir. Et ici, en El Niño, en tout cas, ces deux configurations-là font que pendant la saison chaude à venir, eh bien, on va avoir des précipitations qui vont venir remplir les barrages. Autre publication donc, qui a investigué le Dalvec supérieur sur la pluviométrie, donc le fameux TUT dont je parlais tout à l'heure. C'est cet axe de basse pression en haute altitude associé à une température plus fraîche que son environnement. Donc le TUT, il s'installe de novembre à avril. Oui. Et donc il va avoir sa position qui va voilà, correspondre à ces couleurs-là. Donc, ce qu'on va montrer dans la publication, c'est qu'au sud-ouest de l'axe du TUT, eh bien, on va avoir de l'ascendance et de l'humidité importante, alors qu'au nord-est du TUT, on va avoir un fort cisaillement vertical de vent et une humidité relative bien plus faible, ce qui fait que le TUT va constituer un peu comme une espèce de barrière à la propagation des perturbations tropicales. Les petits points bleus sont les perturbations qui se baladent dans la zone. Et donc, elles sont, ben, vous voyez, majoritairement ici, situées au sud-ouest du TUT. Cette publication, elle a aussi montré que le TUT, en tout cas son intensité et son positionnement, répond et est très lié au phénomène ENSO. Notamment donc, pendant les événements El Niño, le TUT est affaibli et décalé vers l'est, ce qui fait que la barrière se déplace et on va avoir les marquises qui vont avoir beaucoup plus de pluie que d'habitude. En La Niña, eh bien, le TUT est beaucoup plus intense et décalé plus vers l'ouest. Et donc, la barrière va finalement se rapprocher des Tuamotu. Et ça va induire eh bien, moins de précipitations au Tuamotu et aux marquises. Donc, cette étude elle a été faite avec les collègues de Météo France. Ici, dernière contribution sur la Madden-Julian Oscillation dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, dans ce papier, on a montré, il n'y a pas un résultat intéressant. Je ne les ai pas tous développés ici, mais voilà, on pourra en discuter après. Un des résultats forts de cette publication, c'est qu'on a montré que la NGO a un impact sur les précipitations à l'échelle de toute l'île de Tahiti, au travers de pluviomètres au pas de temps quotidien. Donc, ce qui a été montré, c'est qu'en phase 7 et 8 de la NGO, finalement, on se rend compte que ça correspond avec la présence de l'enveloppe convective au-dessus de l'île, qui fait que tous les pluviomètres vont montrer un surplus de précipitations. Au contraire, les phases 2 et 3 de la NGO eh bien, vont correspondre plutôt à la phase inactive, la phase supprimée de la NGO, où on va avoir justement cette redescente d'air sec et beaucoup moins de pluie sur Tahiti. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la NGO, elle peut être prédite 2 semaines à l'avance. Et donc, 2 semaines à l'avance, c'est une information intéressante si jamais je sais que l'enveloppe convective va arriver. Je peux gérer de manière intelligente le remplissage des barrages. Donc, si le barrage est plein, je sais que dans 2 semaines, l'enveloppe va arriver, je vais le vider parce que je sais qu'il va se remplir. Et puis, mine de rien, donc c'est une enveloppe nuageuse de grande échelle qui va vraiment bien faire réduire l'ensoleillement de manière générale sur toute l'île. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est anticiper la chute de la ressource PV et donc se dire qu'il va falloir produire autrement qu'avec le PV photovoltaïque. Dernière étude sur la ressource SWAC cette fois-ci. Donc, c'est le système de refroidissement par l'eau de mer profonde. C'est une technologie qui est bien en place ici dans nos îles, notamment à Tetiaroa et à l'hôpital. Et donc, on est vraiment dans un changement de vision. C'est-à-dire que finalement, ici, les systèmes, c'est vraiment la vitrine de cette technologie qui est vraiment efficace sur le territoire que finalement le monde nous envie. Alors, comment ça se fait que ça marche bien, le SWAC ici? Eh bien, c'est simplement à cause de la bathymétrie avantageuse de nos îles. Donc, vous savez qu'on n'a pas besoin d'aller très très loin de la côte
pour avoir des profondeurs intéressantes et donc de l'eau plus froide. Donc, ce qu'on a fait dans cette publication, c'est qu'on a regardé en fait, si cette ressource SWAC elle pouvait être accessible à d'autres régions du monde. Et donc, pour cela, on a étudié deux jeux de données, un jeu de données bathymétrique et un jeu de données de température de la mer Loris. Et alors, est-ce que j'ai... Et donc, comment on a fait? On a regardé tous les points de côte et on a regardé les profils bathymétriques de chaque point. Et donc, on s'est donné une distance. Nous, on avait pris une distance maximale de 15 km. Et en gros, on a tiré le profil bathymétrique et on a croisé avec la température Gloris. Et on voyait si, à une distance de 15 km de la côte, eh bien, on atteignait, en termes de profondeur, on atteignait la température de 5 degrés, qui est la température pour que le SWAC soit opérationnel. Donc, c'est 5 degrés, c'est très froid. Et finalement, il y a très très peu de régions qui ont ces configurations-là où ils n'ont pas besoin d'aller très loin pour atteindre 5 degrés. Donc, ce qui a été proposé, c'est de remonter en fait la température au lieu de puiser l'eau à 5 degrés. Donc là, c'est la carte des régions éligibles au SWAC quand on va puiser de l'eau à 5 degrés. Vous voyez que sans surprise, nos îles ici, eh ben, elles peuvent avoir une longueur de conduite pour aller puiser de l'eau qui est inférieure à 2,5 km. Ici, c'est ce qui se passe à 5 degrés. Et quand on va remonter la température à 12 degrés, eh bien, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de régions qui ont des besoins froids, qui vont devenir éligibles à cette technologie. Donc, par les couleurs, c'est les longueurs de conduite. Donc, évidemment, on s'est donné une taille limite, donc 15 km, c'est beaucoup trop d'investissement, sachant que ce qui coûte le plus cher dans les installations SWAC, eh bien, c'est la longueur de la conduite. Donc, on va chercher de l'eau en profondeur, oui. Mais vous savez que certaines années, on peut avoir le phénomène El Niño, la Niña, qui va refroidir ou réchauffer de manière anormale l'océan. Et on avait envie de savoir s'il y avait un impact d'ENSO sur cette température de puisage. Parce que ça a été montré qu'à 12 degrés, c'est bon, le système peut opérer. Par contre, si au lieu de 12, c'est plus 1,5 degré, on va aller vers les limites du système. Et donc, on a regardé l'anomalie de température quand on était en événement El Niño. Ici, donc vous voyez que sur les marquises, vous voyez que c'est plus chaud. Et en La Niña, donc on va avoir un refroidissement ici. Bon, le refroidissement, c'est pas grave, hein, c'est vraiment si la température augmente trop, il y a un problème. On a fait ça sur tous ces points et on a remarqué ici qu'il y avait deux régions où ça allait être un petit peu difficile. Si jamais on est en El Niño, on peut avoir ici aux États-Unis et au Mexique plus 1,63 degrés. Et quelque part ici dans l'ouest du bassin, plus 1,72 degrés. Il pourrait mettre en péril l'installation, enfin, le système. J'en ai fini pour la partie observation. Maintenant, je vais vous parler de l'approche modélisation. Donc ça, c'est la thèse que je co-encadre avec Gilles Beland, Amaris Castin, qui travaille au CNRM et qui utilise la hiérarchie de modèles de Météo France. Vous voyez qu'on part d'un modèle global, dans lequel on va mettre un modèle de résolution intermédiaire, donc Aladin est à 20 km. Et puis, on va ici, sur cette partie-là, augmenter la résolution sur la Polynésie française avec le modèle Arome à 2,5 km. Donc, ce que je vous montre ici, ce sont les reliefs vus par le modèle. Donc, le relief, on va dire la réalité, le plus proche de la réalité en tout cas. Le relief vu par le modèle ici intermédiaire Aladin, vous voyez que la résolution est vraiment un peu grossière, alors que le relief du modèle Arome ici, donc beaucoup plus précis, à 2,5 km de résolution, eh bien, ça va être beaucoup plus proche de la réalité. Donc, ça se voit bien ici dans les résultats. Quand on va comparer avec les pluviomètres de Météo France, les points de couleur ici sur les cartes, vous voyez que pour Aladin, qui a une résolution grossière de 20 km, on va avoir une énorme tache rouge sur l'estime des précipitations. Alors que le modèle Arome à 2,5 km,
on va avoir vraiment plus de cohérence ici dans les couleurs. Il va être capable de mieux capturer les précipitations avec une résolution plus fine. Donc, c'est pareil, sur la répartition des précipitations sur une journée, on l'a regardé, donc ce sont en rouge les pluviomètres de Météo France. Et puis, donc, en bleu clair, vous avez le modèle Aladdin. Donc, vous voyez qu'il est systématiquement plus élevé que les observations. Et puis, le modèle Arôme en bleu, qui va être bien vraiment proche de la réalité sur la station de FAA. Et puis, il va avoir un petit peu plus de mal avec la station de Papeete, probablement avec les petites logographies qui est un peu moins certaine sur cette partie-là. Heimerg, c'est un autre produit grillé qui est pas trop mal aussi sur FAA et qui va sous-estimer les précipitations à Papeete. Là, ce sont des résultats avec le modèle WRF qu'utilise Paul Mauger. Donc là, vous voyez que la topographie sur le domaine le plus précis à 2,3 km, bien, elle est vraiment plus proche de la réalité, ce qui permet de capturer en fait des processus plus fins à échelle globale que le modèle forceur ne peut absolument pas résoudre. Donc, notamment ici, il y a beaucoup de panels, mais l'important, c'est les couleurs. Et donc, la ligne du haut, ça correspond à ce qui se passe le jour. La ligne du bas, c'est ce qui correspond à ce qui se passe la nuit. Et donc, le modèle est capable de produire justement l'ascendance de la journée. Vous voyez que la vitesse verticale, elle va être dans le jaune, donc positive. On va avoir la brise qui peut s'installer. Et par contre, la nuit, on va bien avoir le modèle qui va générer de la descente du relief avec des vitesses verticales vers le bas. Chose qu'on ne pouvait absolument pas capturer à 20 km de résolution. Autre résultat qui peut être intéressant avec le modèle, il peut générer toutes les variables. Les précipitations, l'humidité, le vent, l'ensoleillement. Et donc, on a pu regarder en fait le rayonnement global horizontal, qui est la variable importante pour la production photovoltaïque. Et ce que vous voyez ici, ce sont les différentes configurations qu'on a testées et où on voit quand même assez nettement qu'on va avoir moins de rayonnement global horizontal sur les reliefs de l'île, en lien avec justement la présence des nuages. Les nuages vont s'accrocher sur le relief. Et puis, un rayonnement global horizontal plus élevé sur les côtes et en mer. Dernière partie de cette présentation, donc, je vais parler de ce que je vais faire. Donc, pour moi, les perspectives, je remets encore la pirogue. Parce que pour moi, les perspectives, c'est fixer le cap, donner une trajectoire, avoir une vision à long terme en recherche. Et pour moi, c'est associé au rôle du BPO, qui va justement bien guider son équipage et, si possible, arriver au bon endroit en surfant les bonnes vagues. Donc, pour la partie perspective, je vous mets ces graphes-là parce que voilà, le changement climatique, on ne l'attend pas. Il a déjà commencé. Ça se voit sur ces figures-là. Donc, il s'arrête en 2020. Donc, on est en 2024. Ici, vous voyez l'augmentation des températures par rapport à la période de référence qui est entre 1901 et 2000. Donc, une accélération des températures. Et ici, au niveau, ça c'est la moyenne en global. Ici, vous avez ce qui se passe au niveau des régions, de manière régionale. Vous voyez qu'il y a certaines régions qui chauffent beaucoup plus. Et bon, ça vient nous interpeller avec les événements qui viennent de se produire au Maroc et en Espagne. Le système est en train de shifter vers justement des extrêmes et une zone inconnue dans laquelle c'est difficile de se projeter. Et donc ici, au niveau du Pacifique Sud, il y a eu un rapport qui a été rédigé, le Pacific Island Climate Change Monitor, avec des données de capteurs des petites îles du Pacifique. Et le capteur de FAA à Météo France montre qu'en 70 ans, eh bien, il y a une augmentation des températures qui est quasiment de 2 degrés. Donc du coup, il y a eu au cours de la dernière saison chaude des postes voilà, dans les médias
On s'est plaint de la température parfois intenable dans les salles de classe. Et il y a eu aussi, voilà, fin 2023, des épisodes de mortalité de poissons, donc à cause de la surchauffe des eaux du lagon. Et donc se pose la question de voilà, voilà, vers quel niveau de chaleur on va se diriger, déjà pour les animaux et puis pour les humains. Et donc, il y a une thèse qui a commencé sur les impacts de la LGO sur la chaleur humide. Alors, je ne vais pas forcément trop en parler parce que voilà, il y a des résultats qui ne sont pas encore soumis. Pareil, là, c'est des résultats du postdoc avec qui je travaille, Vateami Sanzine, qui a utilisé le modèle GraphCast de Google DeepMind, qui est un modèle qui fait de la prévision qui fait de la prévision subsaisonnière par intelligence artificielle. Euh, et donc, il l'a modifié pour caler avec les objectifs qu'on s'était fixés avec l'IRD et Météo France, pour faire une prévision dans 2 semaines, dans 3 semaines ou dans 4 semaines. Donc, sur ce graphique-là, en fait, vous voyez, plus la valeur est élevée, meilleur le modèle est. Et donc, vous voyez ici que le modèle de Vatea, ici, quand il est à déjà 3 semaines en avance ou 4 semaines en avance, il est meilleur que ses concurrents. Et notamment meilleur que son concurrent classique, hein, le modèle de prévision subsaisonnière du Centre européen. Donc, pareil, je ne vais pas trop développer la partie méthodologie pour ne pas dévoiler les secrets de fabrication, mais ici, sa valeur ajoutée, sa meilleure performance, elle est montrée ici dans des boîtes géographiques. Donc, au niveau de la Polynésie française, il est un peu meilleur, mais en fait, voilà, il est un peu similaire que le modèle S2S. Par contre, il y a des rayons du globe, comme le pôle Sud, le pôle Nord, l'Europe, où il va vraiment être plus performant que le modèle classique du centre européen. Et donc, c'est quelque chose qu'on continue à investiguer. À part les températures, ici, vous voyez que le niveau de la mer ne fait qu'augmenter. Donc, ça, c'est la moyenne globale. Et là, vous avez la signature régionale de l'augmentation du niveau de la mer ici. Eh bien, pareil, dans le Pacific Island Climate Change Monitor, on a vu, sous une station des îles du Pacifique Sud, une augmentation du niveau de la mer en 28 ans de plus 8 cm à Tahiti. Et c'est vrai que dans les médias, il y a eu, jusqu'à maintenant, hein, on continue à avoir les alertes houle extrême, on peut avoir jusqu'à 8 mètres de déferlante, voilà, beaucoup d'avis de très forte houle. Et donc, ce niveau de la mer qui augmente tout doucement, mais il va quand même fragiliser en fait les îles basses quand on va avoir des événements extrêmes comme les épisodes de houle. Voilà. Et donc, il y a une thèse qui vient de commencer sur les modes de résonance des lagons. Et donc, pareil, on est vraiment, voilà, on essaie de rester un peu voilà, dans notre secret de fabrication. Par contre, il y a une publication, ça on pourra en parler parce que c'est publié, donc récente de Sergeli, qui a montré, grâce aux marégraphes et aux antennes GNSS colocalisées, eh bien, que les îles, notamment il y a Tuwei, Rikitea et Veirao, que ces îles s'enfoncent à raison de entre moins 0,4 et moins 0,9 mm par an. Et donc, grâce au marégraphe, on peut avoir le niveau relatif, donc l'augmentation relative du niveau de la mer, ici, et en déduire l'augmentation absolue du niveau de la mer qu'on peut après comparer avec des produits satellites qui, eux, mesurent directement le niveau absolu, comme le satellite Rabisson. Donc, j'en viens à la conclusion. Je ne sais pas du tout au niveau du temps si je respecte ou pas. Donc ça, c'est la dernière édition qui s'est refermée ce week-end de la Hawaii Week A 2024. Bravo Timo Pété. Donc, la performance, c'est bien, mais il ne faut pas oublier de prendre du plaisir aussi. Moi, je prends du plaisir dans la transmission, l'esprit d'équipe et la collaboration.
Et je voulais vous faire réfléchir sur ce terme qui n'existe pas, pacificologue. Alors je me suis dit, mais pourquoi il y a un mot égyptologue pour quelqu'un qui étudie l'Égypte, alors que l'Égypte c'est tout petit, comparé à la taille du Pacifique. Voilà. Donc, ben, pacificologue, pour moi, c'est un individu qui a étudié le Pacifique. Moi, je suis là. Et des collègues qui sont là, d'autres là. Et on est dans la même pirogue. Et voilà, et je voulais remercier toutes ces personnes. J'en ai fini, merci beaucoup.